l'heure de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le président gambien Adama Barrow a prêté serment hier mercredi pour un nouveau mandat. Le chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe a pris part à la cérémonie aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent. Retour dans cette édition sur cette prestation de serment qui a lieu au stade de Bako. Les 11 nouveaux doctorants du Wascal ont fait leur entrée ce jeudi à l'université de Lomé. Leurs recherches vont porter essentiellement sur le changement climatique et ses risques de catastrophes sur le continent. À découvrir dans ce journal. Et puis, c'est une avancée majeure dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. L'Afrique du Sud lance la première usine de fabrication de vaccins sur le continent africain. Voilà donc pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État fort Esozimna Nyazingbe. L'essentiel des sujets évoqués et discutés dans le compte-rendu présenté par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayiwu-Adam. Conseil des ministres du 20 janvier 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 20 janvier 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 2 avant-projets de loi, un projet de décret et écouté 2 communications. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Cet avant-projet de loi, résultant des propositions de la concertation nationale entre acteurs politiques, vise à adapter la charte des partis politiques aux réalités actuelles, notamment une meilleure représentativité des membres fondateurs, des exigences quant au fonctionnement et la redevabilité en matière de gestion financière. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant création des collectivités territoriales régionales. Cet avant-projet de loi vise à créer les collectivités territoriales régions gérées par des conseillers régionaux élus qui désigneront à leur tour des exécutifs régionaux qui joueront un rôle important dans le développement local. La création de ces collectivités territoriales régionales est déterminante dans le cadre de la préparation des élections régionales à venir. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la radio et télévision du Togo, RTVT. Ce projet de texte vise à donner un nouveau statut aux médias audiovisuels publics togolais dans leur structure et leur fonctionnement. Il s'inscrit dans les objectifs de modernisation et de renforcement des structures de notre pays, conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. Il permet de disposer de médias publics efficients, capables de contribuer au développement et de participer au rayonnement du Togo. L'adoption de ce décret marque une étape décisive dans le processus de transformation du paysage audiovisuel de notre pays. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication sur la situation de l'inclusion financière présentée par le ministre chargé de l'inclusion financière de l'organisation du secteur informel. Cette communication a présenté les performances de notre pays en matière d'inclusion financière, en particulier relativement à la bancarisation élargie, soit le taux de personnes ayant accès à un service financier. Le Togo est pour la 2e année consécutive le pays de la zone UEMOA qui affiche le plus fort taux de croissance. Conscient des défis qui restent à relever dans le secteur, le gouvernement a instruit
pour la poursuite des réformes engagées avec l'adoption récente de la stratégie nationale d'inclusion financière afin d'atteindre les objectifs fixés conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale. Le Conseil a enfin écouté une communication relative aux diligences à accomplir dans la passation et l'exécution des marchés publics pour accélérer la consommation des crédits d'investissement présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. La présente communication a pour objet de rendre compte au Conseil des diligences à accomplir par les membres du gouvernement pour améliorer la consommation des crédits budgétaires alloués à leur département, notamment les crédits d'investissement. Ainsi, il faudra tirer profit des réformes en cours en matière de commande publique pour améliorer l'efficacité des procédures de passation des marchés publics et de suivi de leur exécution. Saisissant cette opportunité, le Conseil a invité les ministres à maintenir le niveau d'implication afin d'accélérer l'exécution des projets d'investissement, permettant ainsi d'atteindre les objectifs de développement. Fait à Lomé, le 20 janvier 2022, le Conseil des ministres. Et quel impact a eu le projet de l'inclusion financière sur les bénéficiaires? Eh bien, cette question a été posée au porte-parole du gouvernement lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres. Je vous propose un extrait de sa réponse. Financière n'est pas un vain mot dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant les indicateurs, l'on peut être satisfait du chemin qui a été parcouru depuis 2004 et qui a connu son point d'orgue en 2017 avec l'érection d'un ministère dédié à ce secteur. Si l'on prend par exemple le taux de bancarisation strict dans notre pays, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant un compte en banque, on est à 27% rapporté au pays. Mais lorsqu'on élargit au secteur des services financiers décentralisés, on se retrouve à plus de 80%. Cela voudrait dire que nos compatriotes touchent du doigt les réalités de l'inclusion financière. Au-delà des éléments classiques d'évaluation de ce type de projet, notamment les statistiques que nous avons, il y a d'autres éléments plus concrets que vous pouvez identifier pour mesurer l'impact de l'inclusion financière dans notre pays. Je vais vous citer là aussi un exemple. Depuis 2020, il a été initié un nouveau produit qui s'appelle Nkodede, qui permet aux bénéficiaires de bénéficier justement ou d'avoir un crédit autour de 5 millions. Mais ce produit a une particularité. Il permet de faire la jonction entre la finance inclusive classique et la banque. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce système-là, vous êtes d'abord bénéficiaire des crédits tirés des services financiers décentralisés, mais une fois que vous avez fait vos preuves, vous pouvez basculer dans la finance classique. Et nous sommes dans la sous-région le seul pays à avoir réussi ce basculement. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse à la fin de cette édition. Et avant de présider le Conseil des ministres jeudi, le chef de l'État était hier en Gambie. Il a pris part aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent à la cérémonie de prestation de serment du président Adama Barrow, réélu à la tête du pays en décembre dernier. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Tout Banjul en liesse au stade de l'indépendance pour accueillir le président Adama Barrow. Le chef de l'État gambien prête serment pour un second mandat à la tête du pays. Plusieurs chefs d'État africains ainsi que des personnalités étrangères ont fait le déplacement pour l'occasion. Parmi eux, le président de la République togolaise, Faure Sozimna Gnassingbé. Transformé pour la circonstance en un temple de droit, le stade de l'indépendance, et face aux juges de la Cour constitutionnelle, le président réélu de la Gambie a juré être fidèle et porter allégeance à la République de Gambie, conformément à la loi. Adama Barrow a reconnu que le pays avait besoin d'un nouveau modèle de développement opérationnel pour le bien-être du peuple gambien. Développement, emploi des jeunes, infrastructures, des priorités qu'il entend mettre en exécution pour son nouveau mandat. À cette occasion, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé a renouvelé ses chaleureuses félicitations à son homologue gambien. La coopération entre la Gambie et le Togo va s'intensifier au profit des deux peuples.
Cette cérémonie d'investiture ouvre la voie au président Adama Barrow pour un nouveau mandat de 5 ans. Au cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, ce jeudi, la chef du Parlement, Yawa Djiboli Tegan, a reçu l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Ensemble, ils ont évoqué la coopération entre leurs deux pays, notamment dans les secteurs clés comme la santé, l'éducation et la recherche. Nous écoutons le diplomate Sanjiv Tandon au micro de Solange Amandé. Je suis très honoré pour cette invitation. Il y a de cela 6 mois que je suis arrivé au Togo et la première fois que j'avais rencontré la présidente de l'Assemblée nationale lorsque je devais présenter mon cahier de charge au président de la République. Alors à cette rencontre, nous avions discuté des différents domaines de collaboration et de partenariat avec la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des renforcements des capacités dans le secteur de l'éducation nationale et de recherche. On a aussi discuté de la coopération entre le Togo de par le passé. Il y a eu des étudiants togolais qui ont étudié en Inde et parmi lesquels il y a eu 3 qui sont présentement à l'Assemblée nationale. Nous avions discuté de la coopération au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, de l'agriculture, de l'industrialisation, mais aussi toutes ces coopérations dans ces domaines différents peuvent aussi nous amener dans une collaboration au niveau du Parlement pour des échanges entre nos deux pays. Et à la fin de l'audience accordée à l'ambassadeur indien, la présidente de l'Assemblée nationale a pris part à une visioconférence. Il s'agit de redynamiser les relations entre l'Organisation internationale de la francophonie et l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle a également exploré les pistes de collaboration entre le système des Nations unies sur les questions d'intérêt commun, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile, la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la participation des femmes au Parlement, entre autres. La présidente Yawa Djiboli Tegan a participé à cette réunion, à cette visioconférence, en tant que membre du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le développement local repose essentiellement sur les moyens, surtout financiers, ce qui constitue un défi majeur pour les communes du pays. Eh bien, l'Office togolais des recettes OTR a décidé d'aider ces communes par le biais d'un dialogue interparlementaire sur la fiscalité. Les détails dans ce reportage signé Dodo Waré. Des populations de plus en plus exigeantes, des projets communaux attendent des financements. L'assiette fiscale des communes doit peser lourd. Les acteurs locaux sont tous ici pour apprendre des stratégies de mobilisation des ressources financières. Le dialogue est donc ouvert. Universitaires, sociétés civiles, praticiens de la chose fiscale sont là pour aider les communes à relever ce défi. L'un des guichets de renflouement des caisses des collectivités locales, c'est l'impôt, notamment l'impôt local. Et la réflexion, en tout cas, les travaux des deux jours d'assises sur le dialogue interprofessionnel, c'est justement d'affiner les stratégies et les mécanismes devant permettre de maximiser l'approvisionnement, le recouvrement et la disposition de ressources, de recettes notamment fiscales, par ces collectivités territoriales locales. Cela est possible par plusieurs mécanismes qui feront l'objet de débats. Les thématiques choisies répondent donc aux exigences actuelles de la décentralisation. Les sujets qui touchent directement les populations seront discutés, les difficultés et besoins des collectivités locales en matière de recettes également. Une décentralisation réussie suppose des moyens et surtout des moyens financiers. Et comme vous le savez, depuis la création des communes actuelles, beaucoup n'ont pas de potentiel financier énorme. Et donc il va falloir un accompagnement sérieux de ceux qui maîtrisent la chose fiscale. Et donc vous comprenez bien que nous attendons de cette première édition que des résolutions, des mesures ou des propositions concrètes soient faites
pour permettre aux communes d'être développées davantage. La mobilisation des ressources demande à la fois d'avoir des personnes pour le faire. Il me semble que là, nous avons besoin d'une claire définition des rôles, nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin d'agilité, de capacité d'adaptation, parce que le contexte change tout le temps. Les objectifs restent les mêmes. Il est important que nous continuions à dialoguer pour pouvoir répondre aux attentes au final de nos populations. L'Office togolais des recettes a su choisir des acteurs à la hauteur des attentes. L'autonomie financière des collectivités locales en l'occurrence. L'Office voudrait davantage accompagner les efforts du gouvernement dans le processus de décentralisation au Togo marqué par les élections locales de 2019, en recherchant les approches de solutions devant permettre de mieux appréhender l'interrelation entre la décentralisation et la fiscalité locale, mais également de mettre à la disposition de l'OTR et des communes des stratégies et des outils pouvant leur permettre d'accroître considérablement les ressources internes pour l'autonomie financière des collectivités territoriales. Permettre aux collectivités territoriales d'améliorer efficacement l'offre des services publics aux communautés à la base et à la gouvernance locale. Décentralisation et fiscalité, deux thématiques indissociables, à fouiller de fond en comble pendant 2 jours. C'était donc un dialogue interprofessionnel organisé par l'OTR, un dialogue sur la fiscalité à l'endroit des communes du Togo. Et je vous le disais également en titre que la rentrée doctorale de la 5e promotion du Wascal à l'université de Lomé a eu lieu ce jeudi. Les nouveaux doctorants, 11 au total, venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, ont été briefés sur l'importance du programme de recherche doctorale, à savoir changement climatique et gestion des risques de catastrophes pour l'Afrique. Nous reviendrons en détail sur cette rentrée doctorale dans nos prochaines éditions. Et puis, sachez également qu'un peu plus de 750 000 doses de vaccin Johnson & Johnson ont été réceptionnées ce soir à l'aéroport international Niazingbe et Adema. Il s'agit d'une commande du Togo qui vient ainsi renforcer, renforcer la campagne vaccinale anti-Covid déjà en cours dans notre pays, en cours donc sur le terrain. Et nous reviendrons également en détail sur la réception de ces nouvelles doses de vaccin Johnson & Johnson dans nos prochaines éditions. Et la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du jeudi 20 janvier 2022 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 36 176. 56 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 30 063. 323 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 5 847 et le nombre de décès est passé à 266. De nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la lutte contre la Covid-19 avec cette avancée majeure. L'Afrique du Sud lutte pour une égalité d'accès aux vaccins, surtout anti-Covid. Le pays vient de lancer la première usine de fabrication locale et les premières doses sont attendues dès cette année. C'est une étape majeure dans la lutte contre le Covid-19. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'homme d'affaires Patrick Soon-Shiong ont inauguré ce mercredi une nouvelle usine de vaccins au Cap. C'est la première du continent à héberger tout le processus de fabrication du début jusqu'à la fin. Le milliardaire américain, né en Afrique du Sud, veut transférer une partie de la technologie et des matériaux utilisés au sein de sa firme californienne aux scientifiques sud-africains, transformant le pays en un centre de référence pour les technologies médicales. L'idée, c'est d'intégrer cette technologie propre au XXIe siècle au processus de fabrication en Afrique du Sud, par les Sud-Africains et pour les Sud-Africains.
et nous dépasserons le monde entier. Ce n'est un secret pour personne, le taux de vaccination en Afrique est faible. Seulement 10% de la population est complètement vaccinée contre le Covid-19. L'ouverture de cette usine devrait permettre de renverser la tendance. L'Afrique ne devrait plus être la dernière à avoir accès aux vaccins lors de pandémies. Nous nous débrouillerons tout seuls. Nous sommes déterminés. Et cette usine en est la preuve. Cette nouvelle usine devrait être capable de produire 1 milliard de vaccins par an d'ici 2025. Mais elle ne produira pas que des vaccins contre le Covid. L'objectif est de fournir des médicaments pour le continent tout entier. Et en Tunisie, face à la menace du variant Omicron, les autorités choisissent d'intensifier la campagne vaccinale. Les Tunisiens sont appelés à aller massivement prendre leurs différentes doses de vaccins. La Tunisie intensifie la case piqûre. Le pays a lancé une nouvelle campagne de vaccination afin de lutter notamment contre le variant Omicron. L'augmentation des cas est passée par là. Le pays enregistre depuis le début de l'année entre 1500 et 2000 cas de contamination au coronavirus par jour, loin des 100 à 200 cas de décembre. Des doses de rappel sont aussi à l'ordre du jour, alors que le pays a déjà vacciné complètement plus de 6 millions de personnes, soit 52% de la population. Selon l'université Johns Hopkins, face à la nouvelle donne, Tunis serre la vis. Un couvre-feu est en vigueur dans le pays de 22h à 5h du matin. Il devrait s'étendre sur 2 semaines. Alors que depuis le 22 décembre, les Tunisiens doivent montrer patte blanche pour avoir accès aux bâtiments publics et aux centres commerciaux. Gouvernement ayant instauré le pass vaccinal. 29 morts, c'est le bilan provisoire d'une bousculade survenue au Libéria. Des milliers de personnes étaient rassemblées dans un stade du pays pour une croisade spirituelle. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Une bousculade survenue dans un terrain de football lors d'une croisade à Monrovia au Libéria aurait coûté la vie à des dizaines de personnes. Ces personnes s'étaient rassemblées dans le stade du quartier New Crew pour écouter le pasteur Abraham Kroma. Un mouvement de panique à la fin de l'événement serait à l'origine de ce drame, dont le bilan fait état pour le moment de 29 morts. Le président George Weah a déclaré 3 jours de deuil national et ordonné que tous les drapeaux soient mis en berne sur les édifices publics du pays. Le président libérien a également exigé que les policiers mènent rapidement une enquête exhaustive pour savoir si des agissements criminels sont ou non responsables de ce drame. Et puis cette information à présent, vous suivrez à partir de demain dans le journal de 20h les principaux événements ayant marqué l'année 2021 au Togo. La rétrospective 2021, c'est donc à partir de demain, vendredi 21 janvier, dans l'édition de 20h. Et ce sera avec ce générique qui donnera le ton. Regardez. Voilà donc le générique de la rétrospective de 2021 à suivre donc demain dans le journal de 20h. La CAN à présent avec les résultats des matchs du jour. La Côte d'Ivoire élimine l'Algérie par 3 buts à 1. L'Algérie tenante du titre et la Côte d'Ivoire affrontera ainsi l'Égypte en 8e de finale. Et la Guinée équatoriale a battu la Sierra Leone par 1 but à 0. 1 but à 0 également entre la Gambie et la Tunisie battue. Et le Mali a dominé la Mauritanie par un score de 2 buts à 0. Le rendez-vous est donc pris dimanche prochain pour le début des 8e de finale depuis le Cameroun. Des matchs donc que vous suivrez
en direct sur la télévision togolaise. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jeudi. Je suis Patrick Degeli, je représente la radio Pyramide à Lomé. Le gouvernement a toujours initié des projets en faveur des populations en vue de les soulager notamment. Aujourd'hui, on voit les résultats. Ces 2 dernières années, le Togo est pratiquement sur le toit au niveau de l'UEMOA. Mais quel impact? Comment est-ce que vous l'évaluez sur tous ces bénéficiaires, ces projets, en ce qui concerne l'inclusion financière? L'inclusion financière est au cœur de la feuille de route, vous faites bien de le signaler, et les performances de notre pays sont plutôt remarquables en la matière. L'inclusion financière n'est pas un vain mot dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant les indicateurs, l'on peut être satisfait du chemin qui a été parcouru depuis 2004 et qui a connu son point d'orgue en 2017 avec l'érection d'un ministère dédié à ce secteur. Si l'on prend par exemple le taux de bancarisation strict dans notre pays, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant un compte en banque, on est à 27% rapporté au pays. Mais lorsqu'on élargit au secteur des services financiers décentralisés, on se retrouve à plus de 80%. Cela voudrait dire que nos compatriotes touchent du doigt les réalités de l'inclusion financière. Au-delà des éléments classiques d'évaluation de ce type de projet, notamment les statistiques que nous avons, il y a d'autres éléments plus concrets que vous pouvez identifier pour mesurer l'impact de l'inclusion financière dans notre pays. Je vais vous citer là aussi un exemple. Depuis 2020, il a été initié un nouveau produit qui s'appelle Nkodede, qui permet aux bénéficiaires de bénéficier justement ou d'avoir un crédit autour de 5 millions. Mais ce produit a une particularité. Il permet de faire la jonction entre la finance inclusive classique et la banque. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans ce système-là, vous êtes d'abord bénéficiaire des crédits tirés des services financiers décentralisés, mais une fois que vous avez fait vos preuves, vous pouvez basculer dans la finance classique. Et nous sommes dans la sous-région le seul pays à avoir réussi ce basculement. Et ce basculement est d'autant plus intéressant parce que les mesures actuelles, d'abord, le montant a été élevé à 10 millions et les mesures que nous avons nous permettent de voir que les taux de remboursement sont très intéressants, autour de 84%. Donc aujourd'hui, on peut mesurer au quotidien l'impact de la finance inclusive. Près de 2 millions de nos concitoyens bénéficient directement, c'est un quart de la population, de ces services-là. Donc au total, le chemin parcouru de 2004 à nos jours est plutôt satisfaisant. Et au regard des projections que nous avons en termes de stratégie, parce qu'il a été adopté une stratégie pour améliorer de façon continue cette finance inclusive, je pense que l'espoir est de mise. Je réponds de Esther Koudjoumi, directrice de publication du journal Gazette. Je voudrais un peu m'attarder sur l'organisation des élections régionales qui sont annoncées. Et s'il est vrai que l'organisation de ces élections ne souffre d'aucun vice juridique, autrement dit, la loi donne pleine autorisation à l'État aujourd'hui de les organiser. Et je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui urge en ce contexte actuel marqué par la COVID-19 et ces corollaires qui sont naturellement la vie chère au Togo, de les organiser. En matière de gouvernance, tout est urgent. Et particulièrement dans le cadre de la décentralisation, l'on ne peut pas attendre la maturité du premier niveau de décentralisation pour essayer les autres niveaux de décentralisation. Normalement, tout aurait dû être fait de front. Mais on peut justifier l'approche. Vous savez, nous avons une démocratie qui est trentenaire, qui est plutôt jeune. Et dans la structuration de l'État, il est nécessaire d'avoir ces niveaux de décentralisation. La décentralisation permet à l'État de déléguer des compétences administratives à des entités. On a la décentralisation territoriale qui se manifeste notamment par les communes et aujourd'hui on voudrait aller vers les régions. Mais il s'agit au-delà aussi d'une demande forte de nos populations
ce projet, il est tiré des recommandations de la concertation nationale des acteurs politiques. Donc il y a un besoin de faire en sorte que tous nos compatriotes puissent participer à la gestion de la chose publique. Donc c'est un acquis démocratique qu'il nous faut consolider. La décentralisation est un facteur de développement parce qu'il permet à différents individus, à un niveau local, de participer au développement. Et les communes ne peuvent pas tout faire. Il y a des compétences qui sont dédiées aux communes, il y a des compétences particulières qui sont réservées aux régions. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il est nécessaire d'aller vers ces élections-là pour parfaire notre architecture administrative et ainsi compléter le niveau de décentralisation. Je suis Pierre Cabla de la Voix de la Nation. Ma question porte sur la communication relative aux exigences à accomplir dans la passation et à l'exécution des marchés publics. Est-ce à dire que le gouvernement constate qu'il y a des difficultés dans les crédits d'investissement? Il s'agissait d'une communication pour donner des pistes afin d'améliorer la consommation des crédits. Cela, tout simplement pour dire que les niveaux de consommation des crédits aujourd'hui dans les ministères sont particulièrement satisfaisants. Mais vous le savez bien, on ne peut pas se satisfaire justement de ces niveaux parce qu'il y a une exigence de performance en continu. Et si vous avez suivi l'actualité législative, vous avez sans doute noté que le 31 décembre dernier, il a été adopté une nouvelle loi relative au marché public. Et à côté de cette loi, le même jour, a été adoptée une loi relative au partenariat public-privé. Cela voudrait dire que, après avoir expérimenté l'existant et avoir tiré toutes les leçons, le législateur a proposé de nouveaux outils pour avoir une consommation plus efficiente des crédits. Donc, tout cela réuni a permis au ministre de l'Économie et des Finances de venir éclairer ses collègues pour leur indiquer les leviers les plus utiles à pouvoir actionner pour continuer dans cette performance dans la consommation des crédits de consommation. Mais cela a donné aussi l'occasion au ministre de l'Économie et des Finances d'attirer l'attention sur le fait que le pays se construit sur ces marchés publics-là. Et dans les marchés publics, il y a plusieurs acteurs. Il va y avoir les entreprises, mais il va y avoir l'État. Donc chacun doit continuer à jouer sa partition pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont des objectifs simples de développement. Ma deuxième question, que compte faire le gouvernement dans un bref délai pour accélérer la passation des marchés? Le gouvernement compte tout simplement s'appuyer sur les nouveaux outils juridiques qui sont à disposition, mais parmi ces outils-là, d'ailleurs, il y a l'exigence de professionnalisation, entre guillemets, de certains acteurs de la passation. Parce qu'une fois que ces acteurs-là sont professionnalisés, évidemment qu'on gagnerait en efficacité dans la gestion des marchés publics. Mais aussi faire en sorte que les circuits, déjà, il y a une réduction dans les délais, on le verra. La DNCMP a été remplacée, dans le texte en tout cas, par une nouvelle structure. L'idée, finalement, c'est de faire en sorte que nous puissions aller vite, mais de façon très efficace dans la réalisation des marchés publics. Ma deuxième question a porté sur l'organisation et le fonctionnement de la radio-télévision du Togo. Est-ce que l'urgence aujourd'hui, c'est pas de se focaliser sur la transformation en numérique complètement, c'est-à-dire la TNT, puisqu'elle émet toujours en semi-numérique, avant de passer à la gestion en office? Et puis, quelles sont les dispositions que l'État prend déjà en amont pour accompagner ne serait-ce que les premières années les structures autonomes dans la gestion avant que l'autonomisation ne soit vraiment effective? Alors, relativement à la TVT, je crois que vous l'avez souligné, il peut encore y avoir des dysfonctionnements à l'écran, mais il y a peut-être lieu de faire une distinction. Aujourd'hui, la TVT émet en Full HD. C'est-à-dire que si vous avez un dispositif de réception, une télé aux normes actuelles et que vous captez directement, parce que nous sommes sur le hertzien, donc vous captez directement du satellite, vous avez une image d'une qualité HD. Mais si vous regardez la TVT sur une télé à péage particulièrement, vous recevrez
la TVT en SD, donc d'une qualité moindre. En fait, l'exercice et puis vous verrez. Mais cela ne dédouane pas sur les dysfonctionnements que l'on peut observer. Le travail qui est réalisé aujourd'hui est un travail de fond. La question de la TNT a commencé à être adressée dans notre pays depuis 2019 et les structures visant à accueillir la TNT sont en place. Il reste encore un certain nombre d'éléments techniques à finaliser pour pouvoir opérationnaliser la TNT. Et là-dessus, le gouvernement fait un travail de fond remarquable. Nous basculerons sur la TNT, cela est certain, parce que ce qui nous reste à faire n'est pas rédhibitoire. Maintenant, spécifiquement sur l'organisation de la RTVT. D'abord, il s'agit d'une exigence de l'UEMOA qui impose de séparer les activités de diffusion des activités d'édition et de production. Autrement dit, aujourd'hui, nous avons deux entités qui sont créées. Une entité qui s'occupe spécifiquement d'envoyer les images et une entité qui s'occupe de mettre à disposition les images, de fabriquer des émissions, etc. Et cette nouvelle entité qui est créée par décret, la RTVT, va avoir cette mission-là. Non seulement d'encadrer les télépublics et les radios publiques, mais aussi de faire en sorte que les médias publics soient plus performantes parce qu'on connaît le niveau du paysage audiovisuel dans notre pays. Alors, vous vous inquiétez du fait que l'on ait plutôt privilégié l'aspect organisationnel au détriment de l'aspect technique. En réalité, les deux sont menés de front. Ceux qui ont la possibilité de visiter notamment la TVT sont capables de vous dire aujourd'hui qu'en matière d'équipement, la TVT n'a pas à rougir de son équipement. Donc, l'élément technique est en cours. Équipement technique, TNT, il y a un travail qui est fait dessus. L'élément organisationnel est celui sur lequel nous travaillons, et notamment par l'adoption de ce décret-là, parce qu'au fond, que vous ayez les éléments techniques, il vous faut encore les gérer pour pouvoir obtenir un résultat optimal. Donc, sachez que l'État met des moyens importants pour moderniser les médias audiovisuels publics et normalement, vous ne devriez pas être loin de constater les effets de ces efforts. Est-ce qu'on peut avoir une date sur l'échéance ou une idée précise sur la fin de cette transformation-là? Alors, la partie textuelle est réglée. Maintenant, l'implémentation de ces textes-là va prendre du temps. Nous avions anticipé, il y a eu un audit qui a été réalisé sur tous les médias publics et c'est sur la base de cet audit que le travail est en train d'être réalisé. Donc, vous donner une échéance, ce serait prétentieux, n'est-ce pas? Mais n'ayez crainte, nous avons une grille de travail qui est sérieuse et qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Il y avait un deuxième volet de ma question. Je demandais à savoir si l'État anticipe déjà à accompagner les premières années, ne serait-ce que l'Office, lorsque les structures deviendront autonomes. Mais bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, nous avions fait un audit et cet audit-là nous a permis d'identifier les niveaux de besoins que les différentes structures auront à régler avant de pouvoir fonctionner correctement. Donc il va y avoir dans les jours à venir des mouvements importants que l'État accompagne évidemment. Donc n'ayez crainte, l'État se tient à côté de ces médias pour compléter l'information de nos compatriotes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et excellente suite de nos programmes. Au revoir.